Annick Chapelier, félicitations. Vous venez d'accoucher. Oui, vous avez lu ma brève. C'est ça. D'une proposition de loi sur les sages-femmes. Alors précisément, de quoi s'agit-il et en quoi c'est une avancée? Oui, ça fait 4 ans que je travaille avec les professionnels et j'ai déposé une proposition de loi beaucoup plus conséquente qui prenait tous les aspects de la profession de sage-femme et toutes leurs revendications en compte. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous ne sommes que parlementaires. Et à travers les propositions de loi, nous ne pouvons amener qu'au travers de moments particuliers, une fois par an seulement. Un jour par an, c'est quand même peu. Et avec notre groupe... C'est votre niche. Et des textes courts. Mais pour les gardois qui nous regardent, il y a peut-être des sages-femmes. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, si nous arrivons à aboutir, ce que ça va changer, c'est que la formation, il y a une réingénierie totale de la formation. Il y a un allongement des études, ce qui est quelque chose qui est très demandé par les étudiants sages-femmes. Une 6e année. Une 6e année. Ça permettra de revaloriser le salaire? Ça permettra, il faut voir dans la globalité. Il y a l'achèvement de l'universitarisation et il y a, en plus de la 6e année, il y a surtout la possibilité de faire... pardon ? La formation? Oui, en fait, ça changera le modèle de formation et ça rajoutera des choses qu'ils n'ont pas actuellement. Et surtout, il y a ce qu'on appelle la bi-appartenance. Là, nous avons créé un statut ad hoc, c'est-à-dire un statut particulier pour permettre aux sages-femmes d'enseigner et de faire de la recherche en même temps parce qu'actuellement, elles ne le peuvent pas. Elles doivent faire un choix économique, tout simplement, parce qu'elles ne peuvent pas avoir les deux salaires. Ce que ça va changer, c'est que la revendication principale des sages-femmes, c'est d'être réaffirmées dans leur statut médical, ce qu'elles sont depuis bientôt 2 siècles. Et les revaloriser. Et non pas les revaloriser salarialement, mais statutairement, parce qu'à l'hôpital, elles ne sont pas encore considérées pleinement comme des professions médicales. Elles sont essentielles. Au travers de cette réforme de la formation, nous allons vers une logique qui fait que nous ne pourrons pas faire autrement qu'à arriver à ce qu'on reconnaisse pleinement ce statut. C'est un premier pas qui permettra de construire le reste. On avance. Des questions et des réponses, surtout, Madame la députée, beaucoup plus courtes, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Du coup, vous servez à quelque chose, puisque vous nous avez dit que les députés ne servaient à rien. Mais écoutez, d'abord, je n'ai pas dit la formule. Les députés ne servent à rien, mais on ne sert pas à grand-chose. Et ça, si cette proposition de loi finit par aboutir, nous aurons peut-être servi à quelque chose, mais nous n'aurons fait finalement qu'une infime partie du travail, alors qu'il y a une véritable urgence. Et que cette urgence, nous ne cessons... Enfin, moi, je sais mais vous êtes toujours désabusé sur la fonction de député? Complètement, non pas désabusé, mais tout simplement, ça ne fonctionne plus. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Vous lisez n'importe quel expert qui se penche sur le fonctionnement de l'Assemblée, il vous répondra, ça ne fonctionne plus. Pourtant, nous n'utilisons pas... Célier, on a eu des députés, Françoise Dumas, qui... Mais l'investissement que nous portons, et il est entier pour chacun d'entre nous, n'a rien à voir avec l'action que nous portons. Nous sommes dans une permanente énergie que nous déployons pour amener des sujets, des thématiques sur lesquelles nous avons un domaine d'expertise, un travail approfondi, mais cela n'est jamais pris en considération. Et là, par exemple, je vous dis, ce n'est qu'une partie de la proposition de loi initiale que j'avais amenée. Qu'est-ce que vous avez apporté à vos administrés ces 5 dernières années? Le député, il a 3 fonctions. Et en aucune façon, il est écrit que la fonction du député, c'est de faire des petits arrangements ou de pallier aux insuffisances des services publics. C'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que vous avez apporté à votre territoire et à vos administrés? Quand j'apporte quelque chose à mes administrés, c'est pour justement pallier à des insuffisances, des incompréhensions, des lourdeurs. Il y a une charge administrative qui est démentielle chez les Français et des étapes qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Est-ce qu'on peut et avoir souvent, un exemple nous avons concrète ce rôle de facilitateur. Un exemple concret, très récemment, je suis intervenue auprès de quelqu'un pour qu'il retarde la vente d'un produit de manière à aider une association, dont je ne dirai pas exactement de quoi il s'agit parce que ce n'est pas conclu. Ou encore, j'ai porté le sujet d'une demande de naturalisation qui traînait depuis longtemps. C'est peut-être concret, mais malheureusement, ça montre juste des dysfonctionnements au niveau des services publics ou bien au niveau des travaux. Et ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de faire la loi, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est d'évaluer les politiques publiques. Quand je subviens aux politiques publiques, je ne les contrôle pas, je ne les évalue pas, je les remplace. Allez, ce n'est pas la même chose. On avance, on est un peu plus de la moitié de l'interview. Je donne la parole tout de suite à Philippe qui va vous poser sa question. Bon, Madame la députée, Oui, Philippe. nous terminons le mandat
et dans quelques mois auront lieu de nouvelles élections législatives. Je voulais, au regard de ce que vous venez de dire, avoir votre sentiment. Est-ce qu'un député est-il vraiment utile pour sa circonscription, pour le pays aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes déçu de la fonction telle que vous l'avez vécue ces 5 dernières années? Et puis, 2022, que devenez-vous? Alors, ce que je deviens ne concerne que moi, puisque je ne me représente pas. Le député, sociétaire, peut-être. Écoutez, si vous me le proposez, pourquoi pas. Faudra faire plus court. Les députés sont, c'est pas les députés qui sont utiles. Le Parlement est nécessaire, indispensable. Nous sommes en République, en démocratie, donc nous avons besoin d'un Parlement fort, c'est-à-dire d'un Parlement qui puisse agir et peser face au pouvoir exécutif, c'est-à-dire face au gouvernement. Ce n'est pas le cas actuellement. Un des enjeux majeurs du prochain mandat va être réellement de réformer le fonctionnement parlementaire bicaméral. Les 2 chambres sont à remettre en question, ainsi que leur fonctionnement. Quant à l'action sur le terrain, là aussi, il faut peut-être passer un peu à autre chose. Ce n'était possible que parce qu'il y avait le cumul des mandats. Que s'est-il passé avec En Marche pour qu'il y ait rupture, comme ça, il y a quelques mois, entre celui que vous aviez choisi en 2016, qui vous a soutenu, pour lequel vous avez milité pendant quelques années, et puis que vous avez quitté ce parti, ce mouvement? C'était pas il y a quelques mois, c'était il y a 2 ans. Oui, les mois se cumulent. Et puis, je suis toujours dans la majorité. Donc, Elle est chez Agir. Je veux dire, je travaille avec le gouvernement. Enfin, j'essaie de travailler avec le gouvernement parce que nous ne sommes quand même pas, disons, leur principal élément de préoccupation, les parlementaires. Mais Emmanuel Macron a amené quelque chose de neuf. Et il y a des choses qu'il faut apprendre à conserver. On ne peut pas dire il a raté certaines choses, donc on efface tout. Vous ferez sa campagne quand même à Emmanuel Macron? Écoutez, faudrait-il encore qu'il se présente? Vous avez intégré la maison commune? Agir ensemble fait partie de la maison commune, oui. Ça s'appelle Ensemble citoyen. Nicolas, votre question à notre invité. Alors, je reviens un peu sur le sujet de tout à l'heure. On a beaucoup parlé des sages-femmes pour lesquelles vous êtes beaucoup engagés. Justement, j'échangeais avec un ami sage-femme, un de mes meilleurs amis, un homme, puisqu'il y a des sages-femmes hommes, on l'oublie souvent. Et il me rappelait combien la préoccupation et l'urgence pour les sages-femmes, c'est tout simplement aussi d'en augmenter l'effectif pour être véritablement auprès des personnes, des femmes enceintes et des femmes qui accouchent. Alors, est-ce que là-dessus, vous avez des éléments de réponse, des propositions, des réflexions? Est-ce que vous pouvez nous faire part d'avancées éventuelles du côté gouvernemental ou parlementaire? Alors, c'est peut-être technique, mais ça dépend de ce qu'on appelle les décrets de périnatalité. Et ces décrets ne sont pas à l'ordre du jour d'être révisés. Et pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que la parlementaire que vous pensez être utile, que je suis, ne cesse de réclamer la révision de ces décrets de périnatalité, à l'instar de toutes les sages-femmes de France et de Navarre. Voilà, donc si nous servions à quelque chose, peut-être que nous serions entendus. La dernière question de Coralie. Bon, quand vous allez terminer votre mandat, vous avez plusieurs choix de carrière, et notamment être écrivain, avec vos petites brèves. Vous avez récemment comparé certainement Max Roustan à Baron Noir, saison 4. Baron Noir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série sur Canal+, avec Cadmerade. Voilà, politique, avec corruption et tout ça. C'est plutôt le Parti Socialiste, d'ailleurs. Oui, mais alors du coup, comment ça s'est passé? Vous avez eu des contacts avec lui? Il était content de vous voir sur son Facebook? De se voir sur votre Facebook? Il est rare que l'on apprécie que l'on parle de vous en disant que vous ne faites pas le bon choix et qu'on se moque du monde, mais je crois que votre propre journal a utilisé le même titre, de qui se moque-t-on, en parlant de l'investiture de Max Roustan. Dans un éditorial. Dans un éditorial, voilà, comme je dis, je pense que hormis rajouter à son tableau de chasse le fait qu'il va ouvrir l'Assemblée. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez dit je vais prendre la plume ou l'ordinateur et puis je vais faire des petits textes où je sac un peu tout le monde, je dis ce que je pense. Je ne sac personne. Je crois que Max Roustan est le seul. C'était le Soudan. Et vous avez même dit, ça va plaire à Philippe Pécou, que les statuettes à l'Assemblée nationale étaient des fosses pas en marbre, en résine. Et ça va lui plaire parce que c'est un amoureux de l'histoire.
Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Je Et ne après, dis que ce on qui termine un est, peu. effectivement. Mais non, mais simplement, comme beaucoup d'entre nous, moi j'ai l'habitude d'écrire des textes au fur et à mesure, et je les ai tout simplement rassemblés, et je me suis dit, je vais les publier pour donner peut-être un témoignage de ce qui se passe à l'Assemblée. Comme vous avez pu voir, ça parle de tout ce qui se passe en circonscription comme là-bas à Paris, et c'est peut-être désabusé, mais il y en a beaucoup qui expliquent que je suis extrêmement volontariste et engagée, parce que je pense qu'il faut se battre tout le temps, même quand ça ne fonctionne pas, et c'est exactement ce que je fais en restant et en me battant chaque jour qui passe, même aujourd'hui, toujours pour les sages-femmes, pour les professions de santé, Merci. pour l'environnement. Merci Et pour tout beaucoup, le reste. Madame la députée. Merci, Annie Chapelier, d'avoir été avec nous.